Il est historien, auteur d'une œuvre importante sur le XVIIIe siècle, la Révolution, l'Empire, une œuvre d'ailleurs qui fait référence, mais il revient avec un ouvrage très personnel intitulé « Rien ne passe ». Tout s'oublie, il s'agit d'Emmanuel de Varesquiel. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir retrouvé le chemin de TVL pour venir présenter cet ouvrage, Souvenirs d'histoire. Dans l'avant-propos de ce livre, vous écrivez, je cite, « Les livres d'histoire sont plus proches du marathon que du 100 mètres, on les achève à bout de souffle ». Est-ce pour ces raisons de fatigue que vous avez donc abandonné vos fresques historiques pour un recueil de souvenirs et de réflexions ? D'abord, c'est une façon de changer d'angle de tir, si j'ose dire. C'est vrai qu'on sort d'une grande biographie ou d'un grand essai. Le dernier livre que j'ai publié portait sur les mythes de la Révolution française. Nous en avons parlé d'ailleurs. Et on a besoin de souffler un peu, peut-être d'écrire à la première personne du singulier. Et puis de commenter l'actualité, mais du point de vue de Sirius, si j'ose dire, c'est-à-dire assis sur un nuage, comme dirait Baudelaire, en regardant le présent à la lumière du passé, et en réfléchissant peut-être aussi sur les mémoires et sa mémoire personnelle, la façon dont au fond on appréhende et on aborde des sujets contemporains, quels qu'ils soient, qu'ils soient anecdotiques ou minuscules, mais quelquefois l'anecdote vue du point de vue, dans l'épaisseur du temps et du point de vue du passé, devient beaucoup plus importante qu'on ne le pense. C'est un peu le sujet du livre aussi. Et qu'est-ce que je dirais la subjectivité mémorielle, la subjectivité de ça ou de ces mémoires, ces choses que nous ramassons dans les filets de notre enfance, de nos lectures, de nos rencontres, interviennent ou ont des incidences sur la façon dont nous réagissons à tel ou tel événement et dont nous les interprétons au fond. L'idée de ce livre, c'est une étude dans laquelle je suis le cobaye principal sur les déformations de mémoire, de nos mémoires d'une façon générale et de la mienne en particulier, par rapport au monde contemporain dans lequel on vit. Voilà, c'est ça. Au fond, nous faisons de l'histoire un peu comme la déesse Écho répondait à Narcisse. Narcisse se fichait pas mal de la déesse Écho, il passait sa vie à se regarder lui-même, il était très content. Écho était épouvantablement amoureuse de Narcisse et elle rôdait dans les bois autour de cet étang dans lequel se mirait Narcisse et Narcisse posait des questions, qui est là ? Et elle répétait les questions de Narcisse en les déformant de façon à aller dans le sens de sa passion pour lui. Et au fond, nous faisons un peu de l'histoire comme ça, comme en Écho, c'est-à-dire que les déformations de mémoire font que nous avons des interprétations qui sont forcément subjectives par rapport aux événements que nous vivons. Je vais prendre une autre métaphore que j'aime bien. Quand on est à propos d'eau et de rivière, on est au bord d'une rivière, on jette une pierre dans l'eau. Vous avez un point d'impact qui est très précis. Ça, pour moi, c'est l'histoire. Et puis, vous avez des ondes concentrées qui s'éloignent au fur et à mesure de ce point d'impact et qui, s'éloignant, deviennent de plus en plus floues. Ça, ce sont les mémoires. C'est-à-dire que plus vous prenez de distance par rapport à un événement, plus vous avez tendance à le réinterpréter, sinon à le réinventer. Et c'est un peu ça l'idée de ce livre. C'est quand même aussi un accès à la littérature. Et vous citez James Joyce qui disait « S'il y a un moyen d'échapper à la tragédie de l'histoire, c'est celui de la littérature ». Et ça, c'est une démarche qui accompagne votre ouvrage de réflexion. Oui, c'est cette fameuse phrase dans Ulysse, l'histoire est un cauchemar dont j'essaye de me réveiller. Et au fond, la littérature est une sorte de ballon de survie par la réinvention d'un monde. Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Pourquoi est-ce que les romanciers écrivent ? Parce que probablement ils ne sont pas heureux, ils ne peuvent se contenter de la réalité des nombres et du monde dans lequel ils vivent. Et donc il y a une sorte de processus, de procédé alchimique qui est celui de la fiction et qui passe par une réinvention. C'est notre cas, vous n'êtes pas heureux ? Alors, comme historien, je le suis absolument. Et dans la vie de tous les jours, je le suis. D'ailleurs, je m'en amuse. Et ce livre, si je fais de la morale dans ce livre, et si je suis moraliste, je ne saurais l'être qu'en souriant. Je ne suis pas un militant, je ne suis pas de ceux qui catégorisent et qui disent le bien ou le mal. On va reparler de ça, Emmanuel de Varesquiel. Dans un ouvrage que vous dites inclassable, vous lui donner d'un titre, moi j'ai dit journal de réflexion, recueil, vous dites interstice, intervalle, journal de bord. Qu'est-ce qu'on garde comme Oui, terme ? ça a un côté grandes vacances.
Oui, il est écrit par Bon et Gambade, comme dirait Sceaux et Gambade, comme dirait Montaigne à propos de ses essais, et il a l'allure et je dirais les zigzags d'un papillon, même si le fil conducteur est toujours le même, et c'est la colonne vertébrale du livre. Ce sont vraiment les rapports passé-présent. Ce qui, comme historien, m'a toujours intéressé, que j'interroge tout le temps, et que j'interroge ici dans ce livre de façon plus personnelle, à la première personne du singulier, par rapport à des événements qui vont du changement de siècle du 20e au 21e, en passant par un certain nombre de la Russie, par un certain nombre d'événements qui soient de nature sociologique ou de nature politique. Vous avez utilisé le terme de colonne vertébrale, c'est surprenant parce que le titre « Rien ne passe, tout s'oublie » a l'air d'être au contraire quelque chose d'assez intriguant, mais particulièrement paradoxal. Oui, c'est paradoxal, c'est précisément une sorte de tentative de dépassement du titre. Rien ne passe dans la mesure où nous avons tendance à ne plus mesurer l'immense distance qui nous sépare du passé et à utiliser le passé qui est étrange et qui nous est étranger au fond, hein, et à utiliser le passé pour cirer les bottes du présent à des usages qui sont des usages contemporains. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à le déformer. Et tout s'oublie par voie de conséquence, dans la mesure même où nous sommes enfermés dans le présent, sinon dans l'instant, et que nous vivons en traversant un certain nombre de séquences qui relèvent d'ailleurs du SMS ou des séquences du portable, que je n'ai pas, qui sont juxtaposées les unes par rapport aux autres, sans héritage et sans solution de continuité. C'est un peu le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hartog avait écrit un livre magnifique sur les degrés d'historicité entre passé, présent et avenir, et avait perçu l'irruption de la Révolution française en 89 comme un changement majeur dans les rapports que nous entretenons au temps. La Révolution française, c'est l'éruption du présent dans un certain sens, et nous en sommes à un point que nous sommes non seulement enfermés dans le présent, mais enfermés dans des instants qui n'ont pas de solution de continuité les uns par rapport aux autres. Mais ça touche à des habitudes comme celle de la lecture, par exemple. Vous voyez la jeunesse contemporaine qui lit de moins en moins, la lecture conduit à une sorte de concentration, de continuité. Il s'agit d'un récit avec un commencement, un milieu et une fin. Et ces habitudes de continuité de lecture sont en train de se perdre. On entre, c'est une révolution dans un certain sens, aussi importante que celle, et pourtant elle tourne, ou que celle de l'imprimerie. C'est une véritable révolution. Vous dites que l'amnésie est au bord du chemin. On va parler, vous avez évoqué la Révolution. Est-ce que dans ce journal intime, il y a un chapitre que je trouve important, parce qu'il vient en écho à l'actualité de 2025, ce sont les impôts, la dette et la Révolution française. Vous écrivez, en France, à chaque crise financière, on ne réforme pas l'État, on met des rustines et on parle d'augmenter les impôts. Soit on change tout, soit on ne fait rien. On est au cœur de l'actualité politique de ce mois de septembre 2025. Ça ne vous a pas échappé, non, alors que ça a été... Absolument, mais c'est un héritage de la Révolution française. Nous sommes un peuple de la table rase, qui est l'expression qui est utilisée par François Furet dans Penser la Révolution française à propos de la Révolution de 89. Nous ne sommes pas des réformateurs. Nous avons beaucoup de mal avec cette notion de réforme, et de même que nous avons du mal avec la notion de compromis. Nous avons une culture politique qui est plutôt une culture politique de l'affrontement, qui est aussi un héritage de la Révolution française, et nous dédaignons, en la méprisant un peu d'ailleurs, cette culture dite à l'anglo-saxonne de la discussion et du compromis. Et donc, dans cette espèce d'extraordinaire paradoxe français qui fait que le français est à la fois l'homme de la table rase et en même temps l'homme de la conservation, est un conservateur en puissance. On a aboli les privilèges en 1789 pour les réinventer immédiatement après. Et nous sommes dans cette espèce de paradoxe-là, qui est une sorte d'impasse, au fond, de laquelle nous avons beaucoup de mal à sortir. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans cette analyse, dans ce chapitre-là, l'historien, finalement, reprend le pas sur le moraliste, sur le narrateur, et vous affirmez que les crises de la dette, que nous avons déjà connues, dans une situation
différente, mais aussi dans une situation du même ordre. C'est vraiment celle de la Révolution de 1789. Absolument. Et est-ce qu'on peut se dire qu'à même cause, même conséquence? Alors, conséquence non, mais les causes sont très proches. Révolution. Voilà. Oui. Le déficit des caisses de l'État, des finances publiques, qui naît, alors ce serait un peu long de l'expliquer, mais qui naît notamment des dépenses militaires engagées par Louis XVI dans dans la présence du corps expéditionnaire français auprès des insurgés américains contre l'Angleterre, dépenses navales et dépenses terrestres, a conduit à des déficits qui étaient, toute proportion gardée, plus importantes que les nôtres aujourd'hui. Et la trace nauséeuse qui conduit à la Révolution française, c'est une trace financière. Alors après, il y a beaucoup d'autres éléments d'explication d'ordre de nature politique et sociale. Mais ce paramètre financier est absolument essentiel. Si on veut comprendre, au fond, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789 en demandant aux députés des trois ordres de lui faire des suggestions. Alors évidemment, ils iront beaucoup plus loin. Ils vont inventer une nouvelle constitution et mettre littéralement l'absolutisme monarchique à bas. Mais Louis XVI demande aux quelques 1200 députés des États généraux convoqués à Versailles en mai 1789 de lui faire des suggestions face à une impasse et à des risques de banqueroute qu'on avait frôlés à plusieurs reprises, notamment en 1770, demande à ces députés de lui faire des suggestions sur cette résolution des déficits, de la dette et des déficits. Ça va ensemble. Ça veut donc dire que, et si je suis bien, que si on comprend la Révolution à travers cette crise financière, on comprend aussi pourquoi c'est la bourgeoisie finalement qui a mené cette révolution, pas le peuple. Oui. Mais la bourgeoisie, parce que celle-ci était, comme on dit aujourd'hui, impactée. Elle était impactée parce que les représentants du tiers-État à Versailles en 89 sont issus de cette bourgeoisie libérale dite à talent, en particulier des avocats et des magistrats, qui sont aussi des propriétaires fonciers et des rentiers, et surtout des rentiers, et qui, évidemment, craignent, comme la peste, les risques d'une banqueroute. Et c'est finalement ce qui va se passer. La Révolution ne résolvera rien, puisqu'on finira par aboutir à la banqueroute dite des deux tiers en 1797. Et donc, le roi est tenu financièrement avant même d'être tenu politiquement. Rivarol a des mots absolument magnifiques sur cette question de l'endettement qui fait que l'État endetté n'est plus libre de ses actions ni de sa souveraineté. C'est une sorte de perte de souveraineté, l'endettement. Surtout au point où il en était en 1789 et dans un certain sens au point où nous en sommes aujourd'hui. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que la crise financière de 89 aboutit, de votre point de vue, à la révolution? Est-ce que la crise financière et de la dette en 2025 peut aboutir dans les mêmes conditions à une forme de révolution? Alors, si c'était le cas, ce ne serait pas la même, parce que les contextes ont changé. En 89, nous sortons d'une société qui est une société fondée sur le principe d'inégalité, une société d'ordre, hiérarchisée, et nous inventons le principe de l'égalité. Nous y sommes, même si cette égalité est imparfaite et le sera toujours. C'est une sorte d'horizon inatteignable, l'égalité. C'est d'ailleurs un des risques de la Révolution, c'est d'avoir posé des principes tellement hauts avec ce qu'il comporte de magnifique et en même temps de dangereux, que nous continuons à courir après, encore plus d'ailleurs après la liberté, mais en tout cas après la liberté, après l'égalité, et que nous courons toujours après elle. Et donc les contextes ne sont pas les mêmes, et les conséquences forcément ne seront pas les mêmes. Mais qu'il y ait des turbulences, il est probable que nous les aurons. Ouais, si ce n'est pas déjà commencé d'ailleurs. De chapitre en chapitre, alors vous passez... j'ai regardé, c'est assez amusant, de Robespierre à Tintin, via Danton, de Talleyrand à Belmondo. Et alors pourquoi ce grand mélange de figures à la fois historiques puis de références populaires, Belmondo? Oui, le chapitre consacré à Belmondo, évidemment, s'inscrit dans cette cérémonie, son enterrement. Donc on perd Belmondo, et avec lui on perd toute une génération d'acteurs qui a été un peu ma génération. J'ai plus de 60 ans, et je compare Belmondo à Delon, et je trouve que
il y a quelque chose chez Belmondo d'intemporel. Je pense à cette première phrase de Paul Valéry dans Monsieur Test. Et puis j'ai retenu la substance de quelques livres, j'ai aimé quelques femmes, et puis nous avons vieilli ensemble. Nous avons vieilli avec Belmondo. Et ce qui fait que Belmondo est éternellement jeune, c'est qu'il a réussi à rebondir comme les chats d'une période du cinéma à une autre, le cinéma d'art et d'essai à la Truffaut et à la Godard au début, et puis ensuite le cinéma noir inspiré des États-Unis à la Melville, et puis le cinéma entre guillemets dit populaire à la fin de sa carrière. Et à chaque fois, il se réinvente. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier film qu'il a tourné et le dernier film qu'il tourne, il joue un homme de fuite. Il joue un homme qui cherche à partir. Et au fond, je compare Belmondo à ce que disait la Poste lorsque le courrier existait encore, il existe encore un peu, et que les lettres revenaient au bureau de poste inconnu, n'habite pas à cette adresse. Je trouve que c'est tout à fait caractéristique de ce que représente pour moi Belmondo. C'est un homme sans domicile fixe. Et dans un certain sens, c'est ça qui le rend en partie, qu'il fait son intemporalité, qui fait qu'il traverse plusieurs époques. Vous avez beaucoup évoqué Robespierre, Danton, dans votre œuvre. Oui, je les compare, oui. Bien sûr. Et alors moi, je suis resté à Tintin, parce que bien évidemment, là, il y a moins d'ouvrages d'Emmanuel de Varesquiel historiques sur Tintin. Non, il n'y en a même pas. J'ai trouvé ça encore assez amusant, parce que là aussi, votre point de vue est très sympathique. Tout au long du livre, vous faites part de votre attachement pour les animaux. Alors, les chevaux, avec travers une exposition à Versailles, très belle page d'ailleurs. Les chiens, vos chiens, ceux de votre épouse, et puis Milou, le compagnon de Tintin. Et alors là, vous affirmez, je me demande si c'est une facétie ou si c'est vraiment ce que vous pensez, que l'œuvre d'Hergé, ce n'est pas Tintin qui est moderne, c'est Milou. Milou est étrangement humain, c'est Tintin qui est une bête. D'abord, Hergé invente. J'ai pas lu ça encore. D'abord, Hergé invente ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que, alors il n'est pas le premier, mais il est l'un de ceux qui font parler les animaux et qui leur donne, dans un certain sens, des sentiments. Milou déteste les chats, il a mauvais caractère, il a des problèmes qui sont quasi pascaliens. Rappelez-vous dans Tintin au Tibet, quand il doit délivrer un message extrêmement important dans l'Himalaya pour Tintin, et qui tombe sur un os de je ne sais plus quoi, et que vous avez trois petits Milous qui apparaissent au-dessus de la tête de Milou, le Milou angélique et le Milou diabolique, qui lui suggère de préférer l'os au message important. Ça n'arrive jamais avec Tintin. Tintin n'a pas de sentiments, d'ailleurs vous ne voyez pas de femme, en dehors de la Castafiore qui n'est pas très désirable, dans les aventures de Tintin. Tintin est un invariant moral, il représente le bien. Il traverse, au fond, le temps et la temporalité, alors que Hergé est très daté des années 50 et 60. Il suffit de se souvenir du premier album Tintin chez les Soviets, et puis cette fascination d'Hergé pour la science, pour le progrès, on a marché sur la Lune, etc. etc. Mais Tintin dépasse complètement ça, dans la mesure même où c'est une catégorie morale. Comme Séraphin Lampion est la catégorie du sans-gêne, ou comme le professeur Tournesol représente la catégorie des distraits. Et donc, il n'a pas d'affect, il n'a pas de sentiment, il n'a pas non plus de position politique. Quand il se promène dans le sceptre d'Ottokar, quand il se promène en Sildavie, il se fiche pas mal de savoir si c'est un régime totalitaire ou démocratique. De même, quand il se promène dans les pays d'Amérique centrale, avec le général Alcazar, c'est la même chose. Il ne s'occupe pas, il ne s'intéresse pas au régime politique des pays qu'il traverse et au bonheur de ceux qui l'habitent, d'une façon générale. Je vais passer. Donc ce n'est pas Tintin, c'est Milou qui est humain, et c'est Tintin qui est une bête. C'est bien compris. Voilà une vision qu'on n'avait pas. Alors, je vais me faire un petit peu plus caustique, si vous me permettez, à travers la lecture de cet ouvrage. J'ai trouvé que vous étiez alors là gaullien pour défendre De Gaulle, barésien pour évoquer la terre et les morts, mais vous faites parfois preuve d'incroyable bienveillance à l'égard. Alors, j'ai pris par exemple des édiles à Paris. Vous dites à nos lecteurs qu'il est de bon ton de se plaindre de Paris, et vous évoquez d'une phrase la gestion du maire, l'ami Hidalgo,
les sujets de mécontentement ne manquent pas. Mais levez les yeux sur cette belle et étrange ville. Je trouve que c'est un propos qui est quand même bien consensuel. Est-ce le ton d'un historien que la recherche d'un ton consensuel? Non, mais il n'est pas question. Alors là, d'abord, je fais pas de l'histoire, c'est beaucoup plus personnel cette affaire-là. Et puis, s'agissant de l'historien, il n'est pas question de faire de la politique ou de faire de la morale. Si, en étudiant un sujet du passé, vous dites le bien et le mal, alors il ne reste plus qu'à fermer le livre et à passer à autre chose. Je veux dire, le travail de l'historien, c'est un travail d'intelligence, de tentative de compréhension d'un monde étrange, et je dirais de dévoilement d'une complexité, non pas que tout soit gris, mais les choses sont rarement ou tout à fait blanches ou tout à fait noires. Donc, au fond, le travail de l'historien, c'est un travail d'analyse, c'est un travail de mise en rapport de sources de nature très différentes, et c'est un travail de clarification d'une complexité. La vie, d'une façon générale, est complexe, le passé l'est encore plus, dans la mesure même de cette distance qui nous sépare du passé. Donc voilà le travail de l'historien. Il n'est Encore une fois, j'aime beaucoup cette phrase de François Furet, après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale. Alors j'en fais un peu quand même dans ce livre. Et s'agissant de Paris, suis-je bienveillant? Alors il ne s'agit pas de Madame Hidalgo, je m'en fiche un peu, mais je cite un certain nombre de textes, que ce soit les textes de Les Misérables de Victor Hugo, même les textes de Montesquieu au début du XVIIIe siècle, le persan de Montesquieu se promène dans un Paris épouvantablement sale. Je pense que Paris est beaucoup plus propre qu'il n'était à l'époque des rats qui traînaient dans l'éléphant de la Bastille où habitait Gavroche dans les pages des Misérables. Et je dis aussi, alors c'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse par rapport à la situation. Haussmann est passé par là. Haussmann est passé par là. De faire en sorte qu'il n'y ait plus de rats à Paris. Bien sûr, c'est aussi une des grandes obsessions de la seconde moitié du 19e siècle, c'est la salubrité publique et l'hygiène. Ça, c'est certain. Ça n'a pas échappé qu'on Paris n'est pas une ville propre, bien entendu, mais en même temps, nous focalisons sur les poubelles qui traînent dans les rues, sans voir. Nous avons les yeux rivés sur le trottoir, sinon sur nos portables, sans lever les yeux au ciel et sans voir ce qui fait la spécificité unique et la beauté de cette ville, qui est une ville de rébus. Paris est un puits sans fond, disait Victor Hugo encore dans Les Misérables. C'est absolument magnifique. Vous vous promenez en plein siècle des Lumières quand vous êtes au Palais Royal, et puis sans transition quand vous êtes place du Caire devant cette espèce de reconstitution de temple égyptien absolument incroyable. Vous avez l'impression d'être avec Bonaparte en plein milieu de l'expédition d'Égypte en 1798. Enfin, c'est une ville pleine de mystères, de surprises. Moi, j'aime beaucoup le Nadja, par exemple, d'André Breton, qui suit une sorte de sylphide rêvé et inconnu dans les rues et qui passe de surprise en surprise et qui finit par dire « c'est enfin là ». Il faut alors il faut peut-être avoir un peu de temps ou prendre du temps, mais on ne se promène plus dans Paris. On y circule et on y va d'un point A à un point B. Mais se perdre dans Paris, se promener dans Paris, comme le faisait Léoto au début du XXe siècle, comme le faisait Nerval au XIXe siècle, je crois que c'est retrouver... Paris est un rébus. Retrouver les mystères. Moi, quand je me promène à côté en passant devant le restaurant Le Rocher de Cancale, je ne peux pas ne pas penser à certains romans de Balzac. Paris est une ville éminemment littéraire, d'abord parce qu'un certain nombre de nombreux romans s'y déroulent, et parce qu'elle est d'une nature littéraire et historique, bien entendu. Enfin, quand on passe boulevard Saint-Germain, on a encore sur les murs ou le long des murs de l'ancien ministère de la Défense nationale les impacts de balles de la Résistance en 1944. Voilà, c'est ça Paris. Quand on passe place de la Révolution, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser aux guillotinés de 1793. On n'a pas de plaque. Oui, ça n'a pas échappé. Ça n'a pas échappé. Ce chemin que vous avez emprunté, qui vous a fait quitter pendant quelque temps chemin d'historien, comment il est apprécié par vos pairs historiens?
Est-ce que c'est autorisé de leur point de vue? Bon, écoutez, je n'ai pas besoin d'avoir d'autorisation de quiconque, on fait ce qu'on veut. Je pense que c'est une démarche qui, à mon avis, est nécessaire parce que l'historien devrait logiquement participer au débat d'actualité, au débat contemporain. Il a quelque chose à dire précisément parce que il a cette connaissance des continuités ou des discontinuités entre passé et présent et qu'il voit le présent de façon peut-être un peu différente de celle des journalistes ou de celle de ses contemporains. Évidemment, le fait d'écrire à la première personne du singulier ne relève pas de la méthode de l'historien. Mais bon, moi je considère que les routes droites de l'histoire, si par hasard elles étaient droites, n'empêchent pas les chemins de traverse et ce que j'appelle les chemins buissonniers, c'est-à-dire que de temps en temps, et puis c'est une respiration entre deux livres entre guillemets plus sérieux, n'empêche pas l'historien au fond, tout simplement de montrer qu'il est doué d'une sensibilité et peut-être aussi d'une subjectivité. Ah, c'est marrant parce qu'il ne nous reste que quelques secondes. Vous avez répondu à ma dernière question, ce que j'allais vous dire. Est-ce que le chemin que vous avez emprunté est un chemin que vous allez continuer à parcourir? Et vous avez répondu en me disant c'est un chemin de traverse, oui. C'est un chemin buissonnier. Voilà. Donc il va vous ramener dans votre vrai chemin. Et donc le prochain ouvrage sera un ouvrage historique. Ce sera une biographie. Une biographie de... Ah, alors je ne sais pas si je peux l'annoncer. Voilà, je sais qu'il ne faut jamais l'annoncer, c'est pour ça que je pose la question. C'est une biographie d'un personnage qui est toujours sur les mêmes époques sur lesquelles je travaille, qui est un personnage des passages tel Janus, des transitions du XVIIIe au XIXe siècle. Moi, ce qui me fascine beaucoup, ce sont ces changements de rapport à la politique, à la société et même, je dirais, à l'esthétique entre le siècle des Lumières, qui est le XVIIIe siècle, et le romantisme qui naît au XIXe siècle. Ces personnages-là, qui ont réussi, ou pas d'ailleurs, à passer à travers les gouttes d'eau de l'orage, sont des personnages qui me passionnent, d'où ma biographie de Fouché, d'où ma biographie de Talleyrand, et le personnage sur lequel je travaille est un contemporain de ces deux-là. Voilà, je n'aurai pas le nom. Non, parce que c'est encore un peu trop tôt. Donc vous engagez, non, mais pourquoi pas? Vous engagez, ah bah allez-y. Pourquoi pas? C'est le père fondateur du musée moderne, entre guillemets, c'est Dominique Vivant-Denon, qui est à la fois un voyageur, un écrivain, un formidable dessinateur et graveur, et puis qui a été le ministre des Beaux-Arts de Napoléon, quasiment de 1802 à 1815, et qui a fait du Louvre entre guillemets, le plus grand musée du monde. Voilà un personnage à découvrir. Vous un personnage passionnant. Vous viendrez nous le présenter? Quand vous voulez, avec plaisir, quand il sera écrit surtout. Oui, quand même. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. Je vous en prie. Cet ouvrage, il est aux éditions Taillandier. Il s'agit de Rien ne passe, tout s'oublie, souvenirs d'histoire. Merci à nous. Merci.